En 2024, j'ai décidé de m'expatrier pour la deuxième fois. Après avoir quitté la France pour le Portugal, j'ai décidé de quitter le Portugal pour la Malaisie. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je vis à Kuala Lumpur et dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience d'expatrié sans filtre. Vous allez savoir tout ce dont vous avez besoin sur Kuala Lumpur et la Malaisie avec des informations à jour pour 2025-2026 si vous envisagez de vous y expatrier. Avant de démarrer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adel Lucas et je suis entrepreneur en ligne depuis plus de 4 ans. J'ai monté plusieurs boîtes de services sur internet depuis 2021, dont une que j'ai revendue après avoir généré plus d'1 demi-million d'euros de profit avec. Aujourd'hui, je partage ma modeste expérience sur cette chaîne pour aider et éduquer tous ceux qui voudraient se lancer dans un business de prestation de services sur internet et devenir indépendant. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite par le premier point. Pourquoi la Malaisie? Pourquoi Kuala Lumpur? En effet, il y a plein d'autres options bien plus connues et cotées en Asie, comme par exemple Bangkok avec la Thaïlande ou encore Bali avec l'Indonésie. Alors pourquoi avoir choisi Kuala Lumpur en Malaisie? Eh bien, j'ai parmi les critères qui sont les miens, et vous en aurez certainement d'autres en fonction de votre profil, un certain nombre de choses qui ont fait que je n'ai pas trouvé de meilleure option qu'ici. L'idée pour moi, c'était de pouvoir combiner, entre autres, mais pas que, à la fois une qualité de vie élevée, avec un accès au confort, à la modernité, au service, mais tout en ayant un coût qui soit évidemment le plus faible possible. L'idée de pouvoir profiter du meilleur au meilleur prix. Et après avoir comparé, je crois, les 51 pays d'Asie, je n'ai pas trouvé de meilleur équilibre que Kuala Lumpur. En effet, les endroits comme Bali vont peut-être être plus accessibles sur certains aspects. Et encore, en vérité, c'est devenu de plus en plus saturé. Mais le problème, le vrai, c'est que c'est pas du tout ce dans quoi je me projetais. Quant à Bangkok, à nouveau, le côté chaotique était pour moi un vrai frein pour y avoir été, comparativement à Kuala Lumpur, qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, et aussi plus accessible pour une qualité de vie équivalente, voire supérieure. Maintenant, concrètement, quelles sont les démarches si vous voulez venir en Malaisie, à Kuala Lumpur notamment, pour y vivre ou y passer quelques jours? Alors si vous êtes ressortissant français, passer quelques jours c'est possible sans avoir besoin de demander un visa. En effet, vous avez la possibilité de rester ici jusqu'à 90 jours sans visa, en remplissant simplement un formulaire à l'entrée, le MDAC, Malaysian Digital Arrival Card, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permet simplement d'annoncer votre arrivée et de pouvoir rester jusqu'à 90 jours dans le pays en tant que Français, sans ne rien avoir besoin d'autre. Au-delà, comme moi, si vous voulez vivre ici, il va vous falloir obtenir un visa. Il y a plusieurs types de visas en fonction de votre situation, de votre profil et aussi de votre vision et de la façon dont vous projetez ici. C'est pour plusieurs mois à plusieurs années, voire pour toute une vie. Dans mon cas, et je ne m'attarderai pas sur les autres visas, j'ai pu m'installer ici grâce au visa Digital Nomad. C'est un visa qui a été récemment créé par la Malaisie et qui permet aux travailleurs du web, qu'ils soient indépendants ou salariés, de pouvoir rester pendant une durée d'1 an, renouvelable une fois, donc 2 ans au total, grâce à ce visa dont les seuls grands critères pour l'obtenir vont être liés à l'argent que vous gagnez. Alors ils vont vous demander un certain nombre d'éléments bien sûr, mais le plus important, ça reste votre niveau de vie, le salaire que vous vous reversez, et il doit être supérieur, si je ne m'abuse, à 20 000 $ par an. Donc si vous gagnez plus de 1 500 € par mois, en théorie, vous y êtes éligible. Alors maintenant, sur la question du logement. Quels sont les meilleurs quartiers où vivre, combien ça coûte et quelles sont les potentielles erreurs à éviter? Alors il y a 3 grands quartiers populaires et appréciés des expatriés et qui sont les seuls dont je parlerai et que je vous recommanderai à Kuala Lumpur. Le premier, c'est celui où je vis et que je considère comme étant le meilleur de loin, c'est KLCC, Kuala Lumpur City Center. Vous êtes en plein centre-ville, mais le centre-ville étant assez étendu, vous pouvez être au cœur du bruit et du tourisme, ou comme moi, un peu plus excentré, dans un endroit qui profite de tous les avantages du centre, avec tout ce qu'il y a à proximité, sans les inconvénients. Dans mon cas, je réside dans le quartier des Ambassades, juste à côté de l'ambassade américaine. L'avantage de ce quartier, c'est que c'est le plus beau, le plus propre, le plus moderne et le plus près de tout ce dont vous avez besoin à Kuala Lumpur. L'inconvénient, c'est que c'est le plus cher. Ensuite, on retrouve Mont Kiara, qui est un quartier
plus excentré, mais assez propre, assez neuf, assez moderne, très rénové, ou alors ça construit beaucoup, très apprécié des expatriés. Ici, l'avantage, c'est que ça va être beaucoup moins cher que KLCC, avec l'inconvénient d'être plus éloigné du centre, donc moins proche de toutes les activités et autres commerces de proximité que vous aimeriez avoir. Cependant, la zone reste quand même super bien desservie avec des centres commerciaux, des restaurants, des cafés, des salles de sport et j'en passe. Enfin, le dernier quartier, alors je le cite à titre quasi honorifique, pas parce que je le connais, je ne le connais pas vraiment, mais parce que j'en ai entendu parler et que je sais qu'il est apprécié par une partie des expatriés ici, c'est Bangsar. Voilà, donc au moins vous avez le top 3 et ce sont les seuls dont je parlerai, que je recommanderai. Maintenant, concrètement, combien ça coûte et comment on fait pour obtenir un logement ici? Pour trouver un logement à Kuala Lumpur et venir y vivre, c'est extrêmement simple. Il n'y a qu'un site que je peux vous recommander, qui est celui par lequel je suis passé, Property Guru, et qui vous permet de retrouver tous les appartements dans tous les quartiers que vous pouvez trier et filtrer selon vos critères dans l'entièreté de la ville de Kuala Lumpur. Vous avez également la possibilité directement depuis ce même site de faire appel à des agents en leur donnant vos critères et en leur demandant de trouver pour vous des appartements. Alors pour avoir essayé cette option, ça n'a pas très bien marché pour moi alors que j'en avais contacté une trentaine. En revanche, je suis passé par une agence privée et indépendante qui missionnait des agents payés pour trouver des biens. Ça m'a coûté environ 200 €, en sachant que si de biens ils ne me trouvaient pas, je crois que j'étais remboursé environ à hauteur de 50%, et ils se sont occupés de tout. Ça a super bien marché et ils ont trouvé exactement le bien que je voulais en un temps record, avec un agent français qui s'est déplacé sur place dans l'appartement, qui m'a fait des vidéos pour me montrer à quoi ça ressemblait et qui m'a donné son avis, en plus de tous les détails, les prix, etc., etc. Les premiers prix, si vous envisagez de venir ici seul, dans un quartier comme Monkiara par exemple, vont démarrer pour une trentaine, une quarantaine de mètres carrés à partir de 3 à 500 €. À ce prix-là, vous aurez le droit à un appartement plutôt moderne ou rénové, avec l'accès à tout le confort dont vous aurez besoin dans la résidence, salle de sport, piscine, rooftop, et j'en passe. Et ça dans un bien qui évidemment sera meublé et équipé. Maintenant, si vous préférez comme moi être dans un quartier un peu plus prestigieux et mieux situé, à KLCC, comptez plutôt entre 500 et 700 € par mois. Je précise que je ne parle pas ici de logements de courte durée. Pour de la courte durée, il faut multiplier le prix potentiellement par 2, voire 3. Ici, je ne parle que de longue durée, c'est-à-dire avec un engagement minimum sur un bail d'1 an renouvelable. Par rapport à ça, prévoyez le dépôt d'1 mois de loyer d'avance, plus 2 à 3 mois d'équivalent de loyer qui vont constituer la caution. Maintenant, en termes de prix, pour un logement, si vous êtes en couple, c'est-à-dire sur une surface de 70 à 90, 100, 110 mètres carrés maximum, pour un quartier comme Monkiara, comptez environ 500 à 800 € par mois, fourchette haute, si vous êtes plus proche des 100 mètres carrés en termes de surface. À ce prix-là, vous aurez accès à tout le confort et toutes les facilités que j'ai citées précédemment, le tout, encore une fois, dans un appartement meublé et équipé. Maintenant, pour le même appartement, dans un quartier comme celui dans lequel je vis, pour une surface de 70 à 90 mètres carrés, on va être autour des 1000 €. Et pour une surface de 90 à 120 mètres carrés, on peut aller jusqu'à 1500 voire 1700 € par mois. Mais sachez qu'à ce prix-là, vous aurez accès à ce qui se fait de mieux en termes de logement, avec un emplacement idéal, les meilleurs matériaux, le meilleur équipement, les meilleures résidences et potentiellement même les meilleures vues sur la ville. Enfin, si vous avez des enfants et que vous prévoyez d'emménager dans un logement plus grand, potentiellement avec plus de 2 chambres, à partir de 100 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés, comptez 800 à 1200 € dans un quartier comme Monkiara et 1500 à 2500 € par mois dans un quartier comme KLCC. Maintenant, on en vient à un point important. On va parler de qualité de vie versus coût de la vie. Après avoir voyagé dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde, Kuala Lumpur est très certainement l'endroit le plus sécurisé et paisible où je ne suis jamais allé. Alors après, je sais que cette expérience peut fortement dépendre en fonction de l'endroit où vous allez habiter, du quartier où vous allez être situé et du type de logement dans lequel
vous allez vivre. Mais pour moi, Kuala Lumpur est l'une des meilleures villes dans lesquelles il est possible de vivre aujourd'hui en 2025, en particulier si vous travaillez sur Internet et que vous voulez être digital nomade. Je reviendrai sur chacun de ces points dans un instant, mais la loi est stricte, donc le taux de délinquance et de criminalité est bas. Les institutions et les infrastructures comme les écoles et les hôpitaux sont propres, bien entretenus et qualitatives. Vous avez accès à tout un tas de choses pour vous occuper, des loisirs, des centres commerciaux, des restaurants, des cafés, des salles de sport, les meilleurs cinémas où je suis allé de toute ma vie et des expériences particulières comme le golf et j'en passe. Et le tout pour un coût de vie qui est globalement très faible et difficilement battable aujourd'hui pour une pareille qualité. Pour vous donner quelques cas concrets, en plus du logement que j'ai cité précédemment, on va commencer par le transport. Alors en ce qui concerne les transports en commun, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne les ai jamais pris. Par contre, je voyage avec l'équivalent de Uber ici. On appelle ça Grab. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous permet à la fois de vous déplacer avec des taxis, mais également de vous faire livrer à peu près n'importe quoi chez vous. Nourriture, services comme par exemple des massages, et vous pouvez même récupérer et envoyer des colis très facilement et instantanément avec des livreurs qui vont venir les chercher chez vous très rapidement et les livrer à l'endroit de votre choix. Et le prix d'une course en moyenne, pour moi, a avoisiné les 1 à 2 euros pour un véhicule standard. Mais vous pouvez également opter pour des vannes. Ce sont des véhicules plus gros et beaucoup plus confortables. Et là, il vous suffit de multiplier par 2 à 3 le coût d'un trajet moyen de base sur Grab, ce qui reste globalement très peu élevé. Les trajets les plus coûteux que j'ai eu à faire sur Grab sont ceux qui m'emmènent et me ramènent à l'aéroport, qui se situe, je crois, à environ une vingtaine, peut-être une trentaine de kilomètres de chez moi. Et là, pour le coup, il s'agit de payer une vingtaine d'euros pour un voyage standard et une quarantaine si vous voyagez en van. Le prix d'un café dans le centre-ville avoisine les 1 euro, voire moins. En ce qui concerne le prix d'un repas, si vous mangez en street food avec un marché de jour ou de nuit, vous pouvez potentiellement réussir à manger pour moins de 2 à 3 euros. Si vous mangez dans un restaurant local pour moins de 5 à 6 euros. Et si vous mangez dans un restaurant plus touristique, comptez environ 10 à 15 euros le repas. Enfin, pour vous donner un dernier exemple concret avec le prix des salles de sport, ici pour une salle de base, comptez environ 15 à 30 euros par mois en fonction de tout ce à quoi vous allez avoir accès, en sachant que les salles de sport ici, comme beaucoup d'autres choses ici, sont beaucoup plus avancées et bien mieux fournies en matériel que ce qu'elles ne le sont la plupart du temps en France. J'en profite pour préciser ici que quasiment tous les logements de toutes les résidences à Kuala Lumpur sont équipés de piscines, de rooftops et de salles de sport, vous permettant de profiter d'un certain nombre d'accès à un certain nombre de conforts, tout ça inclus dans le prix de votre loyer. Maintenant, parlons de climat et d'environnement. Alors ici, comparativement à la France, il n'y a pas 4 saisons, mais il n'y en a que 2. La saison sèche et la saison humide. La saison sèche s'étend plus ou moins durant les 6 premiers mois de l'année, là où la saison humide s'étend plutôt durant les 6 derniers. Ce qui change, c'est que durant les 6 premiers mois, il va faire plus sec et pleuvoir beaucoup moins souvent, là où durant les 6 derniers, il va faire plus humide et pleuvoir beaucoup plus souvent. L'avantage ici, cependant, c'est que la pluie ne dure jamais très longtemps. Je n'ai jamais connu une journée en plus d'1 an où il a plu du matin jusqu'au soir. En général, dans la même journée, pendant la période de la saison sèche, vous allez avoir du soleil et peut-être quelques nuages, et pendant la période de la saison humide, du soleil, quelques nuages et beaucoup de pluie. Dans les deux cas, la température, elle, ne bouge quasiment pas, oscillant globalement entre 25 et 35 degrés. Il fait parfois un peu plus chaud ou un peu plus frais, mais 90% du temps, on est dans cette tranche avec une température moyenne de 30 degrés. Sachez qu'à peu près tous les centres commerciaux, toutes les résidences et tous les intérieurs ici sont climatisés. Travaillant donc depuis mon ordinateur, c'est pas forcément quelque chose qui a pu me déranger. Au contraire, c'est agréable de pouvoir profiter de la chaleur quand on est à l'extérieur, tout en profitant de la fraîcheur quand on est à l'intérieur. En ce qui va concerner la pollution de l'air et de l'eau, ça reste une grande ville, et malgré qu'elle ait l'avantage d'être très peu dense par habitant au kilomètre carré, ce qui fait qu'on ne s'y sent pas du tout oppressé en termes de nombre de personnes, ça reste un endroit évidemment plus pollué qu'une pleine campagne. Cependant, pour une grande ville, ça reste beaucoup moins pollué que d'autres grandes villes d'Asie, comme Bangkok,
Tokyo ou encore Hong Kong. De plus, en passant la majeure partie de votre temps à l'intérieur et si tant est que, comme moi, vous ayez acheté un purificateur d'air, vous pouvez avoir un air globalement plutôt pur toute l'année et qui même à l'extérieur sera probablement moins pollué qu'à Paris. Maintenant, qu'en est-il si vous envisagez de vous expatrier fiscalement ici, que vous soyez salarié ou entrepreneur? Alors sur la partie salariale, je ne pourrais pas vraiment me prononcer puisque je ne suis pas salarié, mais je crois savoir que c'est pas très différent de la France. Quant à la partie entrepreneuriale, je dois avouer que c'est malheureusement un petit peu la même chose. C'est ici l'un des seuls inconvénients de Kuala Lumpur, c'est que ce n'est pas très attractif. Fiscalement, vous n'allez pas forcément payer beaucoup moins d'impôts en France, même si ça reste quand même un peu plus avantageux qu'en France. C'est difficile de faire pire que la France sur la question de la fiscalité. Donc si vous décidez de créer votre société ici et de vous expatrier fiscalement, sachez que ce n'est pas forcément très intéressant avec une imposition sur un barème progressif allant jusqu'à 45% sur l'IS et sur l'IR. Néanmoins, il est dit que les revenus générés à l'étranger et non rapatriés, donc non utilisés sur le sol malais, sont exonérés d'impôts. Le problème, c'est que si vous gagnez de l'argent à l'étranger et que vous voulez le dépenser ici, ce qui est logique quand on s'expatrie, eh bien forcément vous serez imposé dessus. En ce qui concerne la qualité de la connexion internet dans le centre-ville, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres quartiers. Maintenant, je peux difficilement dire que ce soit une bonne base en termes de networking si vous recherchez des freelancers, des startups ou des entrepreneurs comme vous expatriés ici. La plupart des expatriés qui viennent à Kuala Lumpur sont des salariés, travaillant généralement dans le milieu de la tech en tant qu'ingénieurs ou développeurs, et il n'y a donc pas encore cette dynamique entrepreneuriale et digital nomade qu'on peut retrouver dans des endroits comme Bangkok ou encore Bali, ce qui offre cependant l'avantage que cet endroit soit sous-coté et n'ait pas encore subi les mauvais côtés de ces endroits. En ce qui concerne la partie culturelle, à l'image de certains endroits comme Singapour ou encore Dubaï, c'est multiculturel et multiconfessionnel avec des gens de toute ethnie, de tout bord et de toute religion. Point important à préciser malgré tout, la Malaisie est un pays musulman où la culture islamique est très présente, notamment avec l'appel à la prière ou encore l'alimentation halal, ce qui dans mon cas, malgré le fait que je ne sois pas musulman, était plus un avantage qu'un inconvénient parce que je savais que j'allais être plus en sécurité vu que la politique est plus stricte que dans un endroit sans religion. Dans tous les cas, que vous soyez religieux ou non, musulman, chrétien, athée, peu importe, ici vous n'aurez aucun problème et vous serez le bienvenu. Maintenant, sachez que culturellement, le peuple malais et asiatique en général, en tout cas dans cette partie de l'Asie, est pas forcément hyper chaleureux comparativement à d'autres endroits comme la Thaïlande par exemple. Ici, je pense qu'on va plus se rapprocher de la Chine ou du Japon avec des gens plus pudiques, moins souriants, qui vont moins vous faire signe ou vous dire bonjour, ce qui n'est pas forcément malpoli ou irrespectueux en soi, mais plutôt un trait culturel que nous n'avons pas chez nous. Donc ne soyez pas surpris en venant ici si vous n'avez pas cette chaleur que vous pouvez retrouver dans d'autres endroits que vous apprécierez peut-être davantage si c'est ce que vous recherchez comme la Thaïlande. Autre point fort avec Kuala Lumpur comparativement à d'autres endroits d'Asie dont notamment le Vietnam d'où je viens récemment, tout le monde parle anglais. Donc si vous parlez anglais, vous n'aurez aucun problème à échanger, à vous faire comprendre par toutes les personnes qui se trouvent ici. Enfin, parce que je vous ai promis d'être sans filtre, je termine ici avec les inconvénients, les mauvais côtés et les choses qui sont à déplorer à Kuala Lumpur et en Malaisie. Tout d'abord, la fiscalité, je l'ai cité précédemment, c'est un point noir. Effectivement, si vous vous expatriez ici et que vous voulez installer votre société, ce ne sera pas forcément avantageux. Et c'est donc quelque chose que je ne vous recommanderai pas, en tout cas à long terme. Autre point noir, les administrations, que ce soit les ambassades ou encore la poste. Ici, les locaux, le personnel, les services et les processus sont souvent archaïques et restés figés dans le temps. Donc malheureusement, c'est pas un point fort qu'a la Malaisie sur cet aspect qui doit encore beaucoup évoluer. Étant également une ville qui a récemment explosé d'un point de vue touristique et économique, elle va être comme beaucoup d'autres villes similaires divisée avec un côté très riche, très qualitatif et très propre, et beaucoup moins si vous commencez à vous excentrer ou sortir de Kuala Lumpur avec des endroits
plus exotique, pour pas dire parfois insalubre. Vivre dans un endroit en pleine expansion où vous avez la chance de pouvoir avoir une qualité de vie élevée avec un coût faible ne vient pas sans contrepartie, et celle-ci en est une. C'est effectivement ce contraste entre richesse et pauvreté. Également, d'un point de vue social, quand vous êtes entrepreneur en ligne, ici vous êtes assez isolé, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup et généralement le peu qu'il y a sont de passage et ne restent pas. Si vous êtes seul et célibataire, à moins que ce ne soit que pour quelques mois, c'est donc pas forcément un endroit que je vous recommanderais, car vous aurez beaucoup de mal à sociabiliser et pourrez potentiellement subir la solitude. Sur la question des rencontres sociales, amicale ou amoureuse, je ne pourrais pas vraiment me prononcer puisque du coup je n'en ai pas vraiment fait, mais du peu que je sais, c'est globalement assez facile, notamment avec des applications de rencontres ou des événements, dans la mesure où vous ne le faites pas, comme je l'ai dit, dans une dynamique entrepreneuriale ou alors forcément en quête d'expatriés français, mais avec des locaux, des Malais et des internationaux en général. Kuala Lumpur, dans son architecture, notamment au niveau des routes, a également vraiment été conçu pour les voitures. Il y a très peu de deux roues, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a que très peu de passages piétons et alors aucun passage pour cyclistes. Vous ne pouvez donc vous déplacer que très peu à pied. Vous devez donc souvent prendre des transports en commun ou alors commander un Grab. Et en ce qui concerne les commerces de proximité, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a manqué comparativement à la France, où j'étais habitué en descendant de chez moi de pouvoir accéder à une pharmacie, une boulangerie, la petite supérette du quartier, etc., etc. Mis à part ça, ce sont à peu près les seuls gros points négatifs que je citerai sur la Malaisie. En conclusion, si je devais faire mon bilan personnel vis-à-vis de ce peu d'inconvénients comparativement à tous ces avantages, aujourd'hui, pour moi, Kuala Lumpur reste ma ville coup de cœur et le meilleur endroit où j'ai eu l'occasion de vivre jusqu'à présent. Est-ce que je recommanderais cette ville? La réponse est clairement oui, mais pas à tout le monde, plutôt à des couples dynamiques qui souhaitent se poser dans un endroit stable pour pouvoir profiter d'une qualité de vie élevée à un coût de vie faible, sans être dans un endroit ni trop chaotique, ni trop isolé. Je le recommanderais également pour les familles, notamment les personnes qui ont des enfants et souhaitent s'expatrier dans un endroit en plein développement avec tous les avantages que j'ai cités. Néanmoins, je le recommanderais moins pour ceux qui veulent y installer et domicilier leur société, ou alors pour ceux qui seront seuls et célibataires, à moins que vous ne restiez ici que pour de la courte durée, c'est-à-dire quelques semaines à quelques mois seulement. Pour terminer cette vidéo, si je devais vous donner mes 5 conseils pour bien vous expatrier à Kuala Lumpur, je vous dirais 1. Faites une première visite, c'est selon moi la meilleure chose à faire, à moins que vous soyez vraiment sûr de vous, pour pouvoir justement être sûr de vous quant au fait de savoir si vous voulez déménager ici. Venez passer quelques jours à quelques semaines et vous verrez tout de suite si vous aimez ou non. Deuxièmement, engagez des agents pour votre logement en passant par Property Guru ou alors des plateformes privées comme celle par laquelle je suis passé. Vous gagnerez énormément de temps et d'argent dans la recherche et la sélection de votre bien. 3. N'hésitez pas à prendre un Airbnb en arrivant si vous préférez faire les visites vous-même. Cela vous permettra, si vous y logez pendant 2 ou 3 semaines, d'avoir le temps et la possibilité de visiter vous-même les appartements pour choisir le meilleur. 4. Commencez les démarches pour le visa avant de partir. Les démarches sont assez longues et peuvent prendre jusqu'à 6 mois, de ce que je sais des personnes qui sont autour de moi, avant que vous ne l'ayez, si jamais ils vous redemandent des documents ou autre. Et enfin 5, et c'est pareil pour à peu près toutes les expatriations, mais prévoyez plusieurs mois de vie d'avance, que ce soit en cas de pépin ou pour pouvoir payer vos loyers de caution. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si d'autres vidéos comme celle-ci, notamment sur le Portugal, vous intéressent, que vous voulez que je vous donne mon avis pour y avoir vécu pendant 1 an comme expatrié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous vous intéressez au business en ligne et à devenir indépendant financièrement grâce à Internet, n'hésitez pas à vous abonner.